Bonjour, aujourd'hui je reçois Gilles Balbastre, journaliste et réalisateur de documentaires. Alors Gilles Balbastre a notamment co-réalisé Les Nouveaux Chiens de Garde en 2012, il a réalisé en 2015 Vérité et mensonges sur la SNCF et plus récemment en 2018 en partenariat avec la CGT, Main basse sur l'énergie. Salut Gilles, ça va? Salut. Alors ce n'est pas la première fois qu'on te reçoit ici aux médias, tu étais venu parler de ton film cet automne, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur le YouTube du média et que je vous invite à aller visionner et à regarder. Là, tu viens nous parler de la suite. Main basse sur l'énergie, déjà, c'était la première partie, et là, il y a une deuxième partie qui arrive. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait main basse sur l'énergie, on aurait dû plutôt l'appeler main basse sur l'électricité. Parce qu'on voulait parler d'une autre énergie qui est le gaz, hein, la casse du service public du gaz, mais manifestement, c'était difficile de faire les deux. Donc, la Fédération nationale mine énergie CGT, qui a produit le film... Parce que ça reste une collaboration avec la CGT. C'est-à-dire que, ouais, ça fait depuis Nouveau Chien de Garde, moi, il y a eu 2 opérations Nouveau Chien de Garde. C'est que ça a amplifié la critique des médias, hein, ça a fait connaître et amplifier et valider un peu plus la critique des médias, notamment les syndicats comme la CGT ont pas mal adhéré à ce film, mais moi ça m'a blacklisté de la télé, c'est-à-dire que je faisais des documentaires sur France 5, bon an mal an, 1 ou 2 tous les 2 ans, et à partir de ce moment-là, j'en ai plus fait, du coup, voilà. Mais à côté de ça, par contre, les syndicats sont venus me voir, la CGT de grosse fédé, hein, cheminots énergie, pour dire, voilà, il y a une omerta médiatique sur les grands débats, les grandes problématiques. Hein. Par exemple, on parle du climat. C'est devenu le nouveau parangon de la modernité. Hein. C'est un produit qui marche et Dieu sait que j'y suis sensible, mais c'est la façon dont on en parle qui me pose problème. Parce que juste, je termine, parce qu'à côté de ça, on ne parle très peu, par exemple, de la casse du fret ferroviaire et des dizaines de milliers de poids lourds qui sont sur les routes et qui contribuent à l'émission de particules fines et qui créent des dizaines de milliers de morts par an. Donc, on ne fait pas de débat dans les médias. Il n'y a pas de débat sur les transports de demain, réellement, ou des débats sur l'énergie. Et là, effectivement, la CGT Énergie est venue me voir en disant, nous, on veut en parler. Il y a eu la casse des services publics, de l'électricité et du gaz, et on veut faire des films grand public, pour le public, pour que les gens, on puisse parler de ces débats-là. Donc, Main basse sur l'énergie a plutôt bien marché. Il est projeté pas mal dans des cinémas en France. Il a pas mal marché sur YouTube. Et là, on s'est dit, la Fédé a dit, faut faire un film sur le gaz. Et on a mis en place un film qu'on a tourné cet hiver et au printemps et qu'on va finir de monter là cet été et qui s'appelle Gaz et flouze à tous les étages. Donc vous voyez déjà dans le titre, il y a déjà un peu une indication de ce dont quoi le film va parler. C'est-à-dire que ton sujet, toi, c'est la libéralisation des services publics. Alors, la libéralisation, je dirais plutôt la casse, ouais, la casse, le hold-up, voilà, le hold-up, parce que c'est ça qui est fou, c'est que la fusion, la privatisation-fusion de Gaz de France, ça se passe en 2007, hein, GDF est privatisé, et il y a une fusion avec Suez, avec la multinationale Suez, et donc le service public est dégommé complètement. C'est pas vieux, hein, ça date d'une petite douzaine d'années. Et les conséquences vont être énormes. D'autant que le gaz, c'est un secteur stratégique pour l'État français. Alors, c'est pas que stratégique, c'est aussi amener du gaz chez les gens, ça demande des niveaux de sécurité importants. Le gaz, ça explose. Hein. Donc, les salariés qui ont un statut, beaucoup de sites où sont stockés le gaz sont Céveso2. Donc, c'est important. Et ce qui s'est passé depuis 12 ans est très grave pour les salariés et par ricochet pour les usagers. Non seulement, par exemple, une indication, c'est que la molécule de gaz à la frontière, quand elle est achetée, a été divisée par 3 depuis 2007. Le gaz a augmenté de 87%. Donc il faut bien que cette différence-là, vous voyez bien, d'argent, a été captée par Engie, c'est-à-dire d'abord GDF Suez et après Engie, par les actionnaires. Un exemple, GRDF, c'est le distributeur. C'est celui qui distribue, qui nous amène le gaz chez tout un chacun quand on a du gaz. Le distributeur fait à peu près 580 000 euros de résultats nets l'année dernière. 580 000 euros de résultats nets. Il remonte à Engie 1 milliard de dividendes pour les actionnaires. Le double de ce qu'ils font. Et GRDF est obligé d'emprunter pour pouvoir remonter
cet argent-là qui va dans les poches d'actionnaires de Engie. Là, on est... c'est comment, au fond, on nous vole, on nous pille, sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Alors, une fois de plus, il y a certainement la complicité, ou en tout cas la trahison des médias. Hein, ça, c'est pas à moi qui ai fait avec Yannick Ergoët, Nouveau Chien de Garde, qu'on va le dire, mais on voit les résultats concrètement. C'est-à-dire un vol immense de la nation, de tout un chacun. Au profit du privé. Au profit d'une minorité. Il y a Denis Robert qui a écrit un bouquin, Les Prédateurs, sur Albert Frère. Voilà, Albert Frère et Paul Desmarais, le milliardaire canadien, le milliardaire belge Albert Frère, sont au cœur de la privatisation de GDF, de Gaz de France, et parce qu'ils étaient actionnaires à 10% à peu près en Suez, et ont poussé à cette privatisation, et très certainement avec des complicités avec Sarkozy, qui était président de la République, ont réussi à faire privatiser Gaz de France et du coup à faire un jackpot pour eux. Enfin, c'est à ce point, comme me disait Denis Robert ce matin, un niveau de corruption. Situation alarmante donc. Plus qu'alarmante, enfin, on est dans des situations de corruption. Il ne suffit pas de se moquer des Russes ou des Brésiliens et du coup de ne pas balayer devant sa porte, de ne pas regarder ce qui se passe. Et ce n'est pas un hasard si on a eu cette crise, entre guillemets, cette révolte des Gilets jaunes. C'est que les populations commencent à se rendre compte de certaines choses, le sentent. Le problème, c'est que si les gens ne sont pas informés, réellement bien informés de comment ça s'est passé, point par point, il y a des risques de dérive, c'est-à-dire tous pourris, etc., avec des possibilités de vote de groupes de partis d'extrême droite, c'est ça. C'est cette nécessité de bien comprendre le processus, de comment ça s'est passé, avec qui, comment, etc., de mettre des noms, de voir comment s'est mis en place ce pillage. Et ça, c'est intéressant. Et ce film, on a été voir des salariés qui vivent au quotidien le pillage de leur entreprise, le dégommage de leur professionnalité, de leur savoir-faire, avec des risques de plus en plus importants de distribution, de stockage du gaz. Ils ont peur et ils voient tout le fruit de leur travail qui remonte dans le poche de quelques milliardaires. C'est impressionnant. On a, avec mon camarade ingénieur du son, capté des paroles, pointé des faits qui sont de l'ordre d'au-delà de l'entendement. On se dit, mais comment on peut vivre dans un tel univers? Je le dis honnêtement, je le dis comme ça devant vous, et c'est pas de la parano. C'est comment on peut arriver à un tel pillage sans qu'au fond on soit réellement informé. Et donc, par contre, le cancer, le virus, il est là. Et donc le virus, il ronge toute la société, il ronge des camarades salariés, il ronge ceux qui consomment les usagers, il ronge. Et il y a une poignée qui s'en mettent plein les poches. Alors, c'est une phrase bateau, ils s'en mettent plein les poches. Voilà. Mais moi, je dis, c'est comme Chomsky. Chomsky, il avait une très belle phrase, il disait, si je dis que Kadhafi, quand il y avait Kadhafi en Libye, est un terroriste, ça me prend 10 secondes parce que tout le monde l'a tellement entendu qu'il le réceptionne. Si je dis que la CIA est terroriste, c'est un concept tellement peu utilisé et dit qu'il me faut 1 heure pour le dire avant que les gens l'entendent. Voilà. Donc le pillage, le gavage des financiers, si je le dis comme ça, comme ça, les gens ils vont se dire mais il exagère, c'est des paroles de communistes, de CGT, etc. Il faut l'expliquer, c'est comme dire les médias sont de la propagande. Okay. Il faut l'expliquer. Il faut arriver à démontrer, à expliquer pour que les gens entendent, comprennent et au fond s'arment pour pouvoir lutter contre ce système-là. À voir donc, rappelle-moi le nom du prochain film. Gaz et flouze à tous les étages. Ok, en attendant je propose qu'on regarde Main basse sur l'énergie. Ça fait presque 10 ans que chacun d'entre nous est libre de changer de fournisseur d'énergie. En clair, EDF n'a plus le monopole. Depuis 2007, tous les foyers français peuvent choisir librement leur fournisseur. Cette mise en concurrence commence à bénéficier aux consommateurs. Allez, en Belgique, ce mouvement... On peut maintenant signer des contrats avec d'autres fournisseurs que Gaz de France. Comment faire si on veut changer et payer moins cher? Réponse David Pujadas, Gilles Boulot, Jean-Pierre Pernaut sont décidément d'infatigables défenseurs de la liberté de choisir. Cela fait depuis plus de 10 ans qu'ils ne manquent pas, comme beaucoup de leurs confrères du reste, d'exalter avec ferveur la libéralisation du marché de l'énergie
Autrement dit, de célébrer la casse du service public. Les électriciens qui devraient provoquer des baisses de... Mais bon, force est de constater que cette liberté n'a pas entraîné que des bénéfices pour les consommateurs En ligne de résolution des litiges. et que les journalistes ne sont pas à une contradiction près. Mais la concurrence tourne parfois au vinaigre. Contrat signé sans consentement, arnaque à l'abonnement. Vous allez découvrir comment les démarcheurs à domicile s'y prennent pour passer en force. Les plaintes sont de plus en plus nombreuses. Autre problème soulevé par le médiateur de l'énergie, un démarchage commercial de plus en plus agressif, peut-on dire, dans ce domaine, dans la région parisienne. Et oui, depuis que tout un chacun possède cette fameuse liberté de choisir, les arnaques en tout genre ont littéralement explosé. Démarchage abusif, usurpation d'identité, faux contrats, mais également escroquerie aux énergies renouvelables deviennent le lot quotidien de beaucoup d'entre nous. Depuis une dizaine d'années, ce qu'on peut considérer comme un véritable hold-up se déroule à la fois sous nos yeux et en dehors de notre compréhension. Peu d'entre nous savent au fond que nous nous sommes mis à remplir les poches d'une infime minorité et que le secteur de l'énergie s'est transformé plus ou moins en un feuilleton de série noire. 2 millions de dollars. Je n'ai pas vu autant de fric sur cette table depuis que tout le Southside est à nous. Nous n'avons pas choisi par hasard la série Les Incorruptibles. En effet, tous les personnages clés de ce feuilleton culte des années 60 sont incarnés dans notre polar d'aujourd'hui. Ils ont certes endossé des habits plus respectables, ils ont des looks moins caricaturaux, des faciès civilisés, mais les dégâts qu'ils exercent sont tout aussi nombreux et dévastateurs. Les big boss, second couteau, escrocs, politiciens plus ou moins honnêtes, et même Elliot Ness existent toujours. Nous sommes le 19 juillet 2017 dans le bureau parisien d'un des big boss du secteur de l'énergie, dont Michael. Il a réuni autour de lui 5 de ses proches, tous adhérents au fameux syndicat de la casse des services publics, pour leur annoncer une information capitale. La veille, le nouveau ministre de l'écologie du gouvernement en place a enfin confirmé devant les sénateurs la privatisation des barrages hydrauliques français. Écoutez les gars, nous avons une belle nouvelle. Notre ami Nick Hulot nous apprend une bonne nouvelle. On ne pourra pas repousser en permanence l'ouverture à la concurrence des barrages. Enfin. On peut arroser ça tout de suite là quand même. Allez. Salut. 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 Pognon. Pognon. Claude, cash. Pognon. L'eau, elle venait d'où là quand tu l'as ouvert? L'eau vient du barrage qui est juste en amont de la centrale, qui sert aussi de robinet pour toute la vallée. Actuellement, ça marche au fil de l'eau. Donc le robinet principal, c'est ici. Donc là, vous allez assister à la mise en rotation de machine. Là, potentiellement, on va avoir l'électricité dans une petite dizaine de secondes. Là, on peut aller voir si vous voulez, on verra le top synchro passer, on verra qu'on est couplé au réseau. À partir de ce moment-là, on pourra produire de l'énergie. On y va? On y va. Donc là, on se rend compte que le groupe il est couplé au réseau. On peut produire de l'énergie. Là, je pense que c'est un couplage qui a été très rapide. On est même en dessous des 3 minutes. Très largement en dessous des 3 minutes. Et là, donc, potentiellement, on peut produire combien là? Vous pouvez produire combien là? Là, sur cette machine, on peut produire 10 mégawatts. On a 4 machines. C'est quasiment, les 4 machines sont quasiment similaires. On peut produire 40 mégawatts. En 3 minutes. En 3 minutes. Et de l'énergie qui est à un prix intéressant ici. Alors nous, après la partie tarification, enfin la partie tarif, c'est géré par les optimiseurs. Donc en fait, c'est une bourse de l'énergie. Et la bourse, le prix du mégawatt fluctue tous les jours. En moyenne, c'est autour de 35 € le mégawatt. Mais ça peut monter Ça peut monter. On a connu des jours où est-ce que c'était à 3 000 € le mégawatt. Donc là, vous multipliez 40 mégawatts, si ça produit pendant 24 heures,
ça peut faire une somme non négligeable. Le gouvernement élabore un vaste plan de relance de l'énergie hydraulique. Les concessions de 400 barrages vont être renouvelées et désormais la concurrence est ouverte. On va faire appel aux meilleurs avec deux règles. Un, on veut augmenter les énergies renouvelables en France, 23%. Et l'hydraulique en fait partie, donc renouvellement de concessions, au moins plus 10% de performance énergétique. Alors, si j'ai le choix, je vais prendre la Savoie, en respectant les équilibres de chacun, quand même. C'est moi qui décide. Voilà. Allez, prends. Je prends la Savoie. Vas-y, prends-la, donne-leur. Voilà, et voilà. L'avantage d'un ouvrage hydroélectrique comme celui-ci, c'est tant que l'eau est stockée, en fait, c'est comme une grosse batterie. Elle est stockée sous forme d'énergie, mais énergie hydraulique. Et on peut la passer quand on en veut, en fonction de notre besoin, à travers les machines. Et les machines ont la capacité de pouvoir démarrer de 0 à puissance maximum en 5 minutes. En fait, 5 minutes, c'est le temps qu'il nous faut pour ouvrir la vanne d'admission, pour lancer la machine en vitesse et la coupler au réseau et prendre la charge pour produire l'électricité. C'est de l'or, l'eau, en fait, dans la réalité de l'énergie, l'électricité. Quand il faut absolument organiser un équilibre entre la consommation et la production, l'eau, c'est un atout extraordinaire. Aujourd'hui, c'est le seul moyen que l'on a trouvé pour répondre comme une batterie à un besoin d'énergie sur une pointe. En fait, tu me parlais de stockage, c'est le moyen de stockage le plus grand qu'on connaisse actuellement. Oui, aujourd'hui, contrairement à l'éolien, au photovoltaïque, on n'a pas la capacité de stocker, mis à part des grosses batteries qu'on ne maîtrise pas encore. Là, on peut stocker sous la forme d'eau l'énergie électrique. Ça a un bel avenir encore. C'est encore de l'avenir. Et c'est renouvelable. Monsieur le ministre, comment expliquer que la France soit le seul pays européen à ouvrir ses barrages hydrauliques à la concurrence et à renoncer ainsi à la maîtrise publique de cet outil? Pouvez-vous prendre l'engagement qu'il n'y aura pas de privatisation de nos barrages qui, je vous le rappelle, sont propriété de la nation? Ségolène Royal a rencontré à plusieurs reprises la commissaire européenne qui s'occupe de cette question pour expliquer ce que nous avions fait dans la loi de transition énergétique. Donc je rappelle, elle a décidé de sélectionner les meilleurs projets énergétiques par une mise en concurrence des opérateurs industriels. Au travers de ces réformes, Ségolène Royal entend favoriser l'investissement et le développement de l'hydroélectricité, première source d'électricité renouvelable en France. Cette réforme est une opportunité pour préserver et mieux valoriser le patrimoine hydroélectrique français. Donc tu sais, moi, si personne ne s'en gêne, moi c'est le Rhône, compagnie du Rhône. Je reprends tous les barrages du Rhône, je pense que... bravo. Ouais, écoute, le Rhône. C'est de la bonne mécanique et l'usine a été rénovée en 2010-2011 au niveau électrique. Donc on est quand même relativement tranquille. D'accord, celui qui possède cette usine, il a une bonne usine technique et en bon état. Il n'a pas grand-chose à faire pour qu'elle tourne. Pour qu'elle tourne et pour qu'elle rapporte. Et pour qu'elle rapporte aussi. D'accord, on continue. Toute la journée, il n'y a personne dans les usines. C'est automatique. Après, donc je fais partie du groupement de Vartine et Vésubie. Et on est une trentaine, une petite trentaine. Et après, on intervient, on fait beaucoup d'interventions en fait, de dépannage. On passe dans les usines quand même quasiment tous les jours. On fait de la petite intervention et de la maintenance. L'énergie qui est fabriquée n'est pas forcément chère par rapport aux salariés. Non, je ne pense pas que le plus gros poste, ce soit les salariés. Oui, ce que je veux dire, c'est des usines assez rentables en fait. Tout à fait. On va continuer. Mais c'est la réalité. Après, ce n'est pas le poste le plus important de fonctionnement d'une usine. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas les salariés. Non, ce n'est pas les salariés. Oui, c'est ce que tu viens de dire, effectivement. Donc c'est des usines dont le rapport de rentabilité est quand même assez intéressant. Oui, je pense, oui. Donc, ça vaut le coup de posséder de telles usines. Oui,
à fait. J'aurais un collègue qui t'aurait dit, tu l'entends? Le bruit? Le bruit des euros qui rentrent. Ça, c'est le bruit des euros qui rentrent, tu vois? Sur les concessions hydroélectriques, là, on risque de rentrer dans des contentieux qui sont lourds. Donc, il va falloir que nous prenions un certain nombre de décisions en essayant de protéger nos droits, et notamment ceux de notre grande entreprise. Donc, mais il y a aussi un moment où on ne pourra pas repousser en permanence l'échéance, sauf à se retrouver avec des conséquences économiques qui vont être lourdes. Et toi, Don Pasquale? Et moi, je prends les restes des Alpes. Comme ça, je suis à côté de mes amis. Vas-y, vas-y. Et toi? Eh, d'où? Ça va ta femme? C'est bon ta femme? Oui, c'est bon. La beauté des flots bleus, le cadre idyllique où se trouvent la plupart des barrages, autant de raisons qui expliqueraient cette nouvelle ruée vers l'or blanc? Ou est-ce plutôt l'attrait spéculatif de ce secteur? Spéculatif parce que soumis à une des particularités essentielles de l'électricité. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, l'électricité ne se stocke pas, tout du moins en quantité, à l'exception des barrages hydroélectriques comme on vient de le voir. Résultat de cette réalité technique, il faut à tout moment équilibrer le réseau, faire en sorte que la production réponde exactement à la consommation, sinon il y a risque de blackout, noir complet, et donc catastrophe économique, sociale et financière. Jusqu'à présent, le service public protégé de ses appétits financiers. L'ouverture à la concurrence libère les gourmandises. Eh bien, en fait, c'est l'équilibre offre-demande. C'est-à-dire que si on a plus de demandes que ce qu'on peut offrir, forcément, le prix du marché va monter. Et donc une personne qui est en capacité, avec un ouvrage comme celui-ci, qui a la réserve hydraulique, il pourrait jouer et attendre le dernier moment avant d'allumer les machines, et ce qui lui permettrait de produire à un fort taux qui est donc très, très avantageux. Chose qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans en arrière, où c'est que les tarifs ils étaient régulés et qu'on produisait à tout temps. En fait, c'était vraiment une mission de service public, et on produisait quand il fallait produire, mais le tarif était le même. Et donc du coup, il n'y avait pas cet effet de fluctuation. Donc le gars qui possède ça, il peut mettre les zéros qu'il veut devant la virgule s'il faut sauver le réseau. Ça peut se vendre très cher du mégawatt qui sauve. Tout à fait. Après, c'est comme on dit, la loi du marché, l'offre, la demande. Il faut être là au bon moment et quand on est là au bon moment, on met les tarifs que l'on souhaite. Oui, les péages à côté, c'est la rigolade en termes de fric que tu ramasses. Oui. En plus, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas se passer. Qui c'est qui peut se passer de l'électricité à l'heure actuelle? Il faut savoir que dans un pays, l'eau et l'électricité, vous tenez le pays, quoi. C'est vital. Très bien. On va prendre les Pyrénées, nous, pour faire le... Tu veux prendre les Pyrénées? Je prends les Pyrénées avec... On se partage. Avec Giovanni? Avec Giovanni. On se partage tous les deux les Pyrénées. Giovanni. Regarde, si c'est bon, regarde. On va prendre beaucoup d'argent. Mais l'hydraulique sert aussi à refroidir les cours d'eau et du coup rentre complètement dans la chaîne de la fabrication d'électricité nucléaire. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire n'a pas le droit, donc se sert de l'eau du Rhône par exemple, et n'a pas le droit d'élever la température du Rhône, au risque d'endommager la flore, la faune, ce qui est complètement cohérent. Mais par contre les barrages, nous l'hydraulique qui sommes plus hauts, c'est nous qui leur distribuons de l'eau fraîche pour pouvoir fonctionner. Donc on peut s'imaginer dans un scénario qu'un privé qui veut spéculer sur de l'énergie, qui veut faire arrêter de la production nucléaire, par la réduction du débit dans le cours d'eau, arriverait à faire monter les prix d'électricité. À la construction des centrales nucléaires, certains barrages hydroélectriques avec des lignes dédiées étaient là pour venir secourir justement les centrales nucléaires pour un problème de sûreté nucléaire, c'est-à-dire pouvoir réalimenter les pompes de refroidissement des réacteurs directement depuis une centrale avec une ligne dédiée. Fukushima a bien montré que bon, on a des groupes électrogènes, tout ça, mais s'il y a inondation, s'il y a des dégâts au niveau de la centrale, les groupes électrogènes peuvent être endommagés, ne peuvent plus alimenter les pompes. Et donc du coup, certains barrages sont là pour venir justement
assurer cette sûreté nucléaire à travers les pompes de refroidissement par une alimentation dédiée. Quid d'un barrage tenu par un opérateur privé qui a joué avec l'eau? Ah ben ça, ouais, Dieu seul le sait peut-être. Mais bon. Est-ce que dans son cahier des charges de concession, il aura obligation de fournir? Ou est-ce qu'il fera la pluie le beau temps qui dira moi je vous fournis si vous payez, et à ce moment-là il mettra le tarif qui va bien en face. Au risque qu'on ne s'en serve pas et qu'on aille à la catastrophe. C'est lui, hein. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de Borloo et les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la Commission européenne. Mais depuis Borloo, quand même, on a enchaîné plusieurs gouvernements de droite et de gauche et personne n'est revenu sur ce sujet. On a quand même un problème. Alors nous, on veut bien inviter les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Mais réellement aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on a une envie des politiques de défendre le modèle franco-français d'un service public qui a démontré toutes ses preuves? Moi j'ai envie. Je sais pas si j'y arriverai, moi j'ai envie. Nous aujourd'hui on se pose la question aujourd'hui si réellement il y en a qui veulent défendre ce modèle. Là vous avez raison, moi je suis pas en train de dire les autres étaient vachement bien, ceux-là ils sont mauvais. Non mais là c'est un gouvernement, il a rien responsabilité, fait. vous avez raison. L'autre d'avant il a rien fait, alors on parle de Borloo, mais tous, ils sont tous pareils. Notre ami Jean-Louis Borloo nous fait un grand cadeau. Et alors? Champagne. Nous sommes le 24 décembre 2008 dans le bureau parisien de Don Michael. Le syndicat de la casse des services publics est à la fête. Il faut dire qu'ils ont de quoi se réjouir. Oh! On se calme, hein? La veille, le ministre de l'écologie du gouvernement de Nicolas Sarkozy n'a pas failli à la tradition des cadeaux de Noël. L'arrêté fixant les conditions d'achat d'électricité éolienne clarifie la situation et améliore la visibilité économique du secteur. Les levées des fonds, les projets, le financement vont se multiplier avec les montants inconnus de ces dernières années. Eh ben ça, c'est pas du vent. Les gars, c'est le jackpot! L'éolien est un écolo-business. Je pense que si on veut réellement le développer, il faut que ce soit un business. Si ce n'est pas un business, eh bien, il n'y aura aucun investisseur industriel dans le secteur de l'éolien. Voilà, on trouvera le bon équilibre, mais on ne laissera pas passer la technologie éolienne. On serait les seuls au monde, voilà. Cette réunion de travail sur l'évolution des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables est très importante. C'est très important que l'ensemble des opérateurs des énergies renouvelables accélèrent la transition énergétique. C'est vous qui allez faire le succès de la transition énergétique et de la croissance verte, et personne d'autre. De Ségolène Royal à Jean-Louis Borloo, en passant par Yves Cochet ou Nelly Olin, tous les ministres de l'écologie depuis 17 ans ont fait ce choix de l'écolo-business. Autrement dit, casser le service public et avantager le secteur privé. Une affaire comme ça, ça s'arrose. Avantager le secteur privé est même un euphémisme, tant les aides d'État se sont transformées en une pluie de cadeaux. S'il fallait en souligner une, on pourrait citer la mesure prise par Yves Cochet en 2001, mesure qui a ouvert le bal des milliardaires. Nos santé. Le prix de l'électricité produite par les éoliennes est fixé à plus de 8 centimes d'euros le kilowattheure, soit le double du prix de l'électricité classique. Depuis, il a été régulièrement reconduit à quelques centimes près. Ici, sur les terres fertiles des Hauts-de-France, les éoliennes se sont mis alors à pousser aussi bien que les céréales. Une véritable ruée vers le nord pour des investisseurs de tout genre. Préparez-vous. Les premiers promoteurs que j'ai rencontrés, donc, c'est EOLRS.
À l'époque, dans nos communes, à l'époque je travaillais en commune, avant d'être directeur de communauté de communes, c'était carrément la foire d'empoigne au niveau des communes pour savoir qui allait avoir les éoliennes, parce que c'était véritablement la manne. On nous promettait des emplois, on nous promettait de la taxe professionnelle et on nous promettait même du tourisme. Il y a des quarts entiers de touristes qui allaient venir visiter ces merveilles. Très clairement, à l'origine, j'étais favorable à l'éolien. J'ai cru, comme une grande majorité de Français, que c'était le moyen de se débarrasser du nucléaire d'abord, et puis aussi le moyen de redynamiser nos territoires ruraux. J'étais convaincu qu'on avait trouvé là la solution aux grands problèmes de l'énergie et de la préservation de la planète. Oui. Démontrait le non-sens de l'éolien en France. Le 1er janvier 2018, il s'est trouvé qu'il faisait relativement bon et par contre il y avait du vent. Donc il y a eu une production très importante de l'éolien en France mais aussi en Europe, sauf que 1er janvier oblige, il y avait très peu d'entreprises qui tournaient et donc on avait besoin de très peu d'électricité. Résultat, sur le marché, l'électricité, qui était carrément en surproduction, se vendait pour rien. À un moment, il était coté à moins 15 €. Moins 15 €. C'est-à-dire que EDF paye pour revendre de l'électricité en tarif négatif. Ils ont acheté à 82, ils payent 15 € de plus pour s'en débarrasser, voilà. Ce qui fait 97 € chaque mégawattheure. Voilà. Enfin, je dirais de leur poche. Oui, si, enfin de la poche du consommateur. De la poche du consommateur. Et alors pourquoi de la poche du consommateur, monsieur Bussy ? Parce que tout simplement, le consommateur paie ça au travers de cette fameuse taxe qui a été instituée et qu'on retrouve sur nos factures d'électricité qui s'appelle la CSPE. Il faut retourner la facture. Il faut retourner la facture. Et oui, il faut effectivement retourner sa facture pour avoir accès à cette petite ligne bien discrète intitulée « Contribution au service public d'électricité » CSPE. Dans ce cas précis, la note s'élève tout de même à plus de 88 €, soit près de 16% de la facture. Vous n'êtes pas plus avancé pour autant si vous ne savez pas à quoi sert justement cette CSPE. Eh bien, elle permet tout simplement de rembourser EDF, qui a obligation par la loi d'acheter toute l'électricité produite par les énergies renouvelables, notamment, comme on l'a vu, les 82 € le mégawattheure de nos éoliennes. En 2018, cette contribution s'élève à pas moins de 8 milliards d'euros, dont 69% consacrés au surcoût des énergies renouvelables, payés, pour résumer, par tout un chacun d'entre nous. 20 millions de mégawattheures d'électricité sont produits chaque année et donc ces mégawattheures sont achetés donc par EDF au tarif que j'indiquais, 82 € et revendus, si on considère au prix moyen, à 45 €. Donc il suffit de faire la multiplication pour prendre l'ampleur du hold-up, puisqu'il s'agit d'un véritable hold-up. Alors les montages financiers, c'est assez opaque, ça on n'a pas vraiment accès. Ce qu'on sait par exemple, c'est qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans l'installation, la promotion et la maintenance d'un parc éolien. Comme ici, on voit, c'est marqué Enertrag, mais ce n'est pas du tout le propriétaire. C'est un prestataire. Le propriétaire, ici, c'est un fonds de pension qui est basé à Londres. C'est vous, Patrick, qui parliez de parc à Ribemont qui a été vendu, revendu, et vous ne savez pas même maintenant à qui ça appartiendrait peut-être. Le développeur, c'était Eolres, un fonds de pension anglo-saxon. Dans les 6 mois d'exploitation, revendu à Iberdrola, des Espagnols. Et 2-3 ans après, revendu pour moitié à Énergie Renouvelable et moi Jean-Louis, General Electric, les Américains. Et apparemment, ce serait une société allemande qui... Donc on est déjà au 4e exploitant. Pour l'essentiel, de toute façon, derrière ça, on a des fonds de pension qui viennent quelquefois d'Australie. C'est complètement fou. Mais ils ont trouvé la poule aux œufs d'or. Vous avez un pays, puisque c'est de ça dont il s'agit, qui consent des conditions absolument extraordinaires
à des financiers, à des banquiers, qui leur assurent des revenus absolument considérables. Voilà, monsieur, vous achetez un parc éolien, enfin vous devenez propriétaire d'un parc éolien, on vous garantit pendant 15 ans qu'on va vous acheter l'électricité qui est produite à un tarif qui est le double, voire le triple du prix du marché. Et puis, vous connaissez grosso modo la production prévue. Le développement des éoliennes ne doit pas non plus être un effet d'aubaine et un système spéculatif qui se met en place. Ça, c'est pas acceptable. On a eu des expériences assez désastreuses par le passé. Maintenant, je pense que les choses se sont quand même modernisées et clarifiées. Il faut qu'il y ait des rentabilités qui soient garanties. Et alors, effectivement, ces investisseurs ne sont pas nécessairement des militants écolos. Viva l'éolienne! Allez! Salute! Et pace! Et puis c'est des opérations de verdissement, on va dire. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se donne une image vertueuse et écologique, cette fameuse image qui est véhiculée dans les médias. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on est sur un parc qui a bougé et qui a atterri dans une entreprise qui n'est pas forcément verte. Racontez-moi un peu. Alors ce parc en fait appartient à la société Ikea. Alors, on pourrait être surpris effectivement de découvrir Ikea dont le magasin le plus proche, je viens de le préciser, se trouve à Reims, c'est-à-dire environ 150-180 km d'ici. Et si on en croit Ikea, il doit y avoir un fil qui part du pied de la machine là-bas et qui fait 180 km jusqu'au magasin Ikea qui affirme haut et fort qu'effectivement ils dépendent exclusivement d'énergie renouvelable. Donc c'est ça. Ils ont vendu cette opération à la presse et il y a plein d'articles de presse qui parlent de ça, comme quoi maintenant ils éclairent leur magasin avec l'énergie renouvelable. Avec les éoliennes de Noyal, ce qui est formidable, oui. L'électricité qui est produite ici donc, est vendue à EDF 82 € le mégawattheure. Donc ça c'est la première chose. Donc, et EDF gagne des sous avec. Donc ils gagnent de l'argent. En plus, ça leur permet de disposer de bons à polluer, ça c'est le deuxième élément, et surtout, c'est un système d'optimisation fiscale. Et des sociétés comme Ikea, on en trouve un petit peu partout. Vous avez aussi, par exemple, Bricorama, qui est propriétaire de parcs éoliens, et vous avez tout un tas de sociétés comme ça. Le fait qu'on puisse faire du fric, et même d'une manière un peu tordue avec des énergies renouvelables, on le fait avec tout. Donc le fait qu'on les fait avec les renouvelables, dans des conditions qui ne sont pas claires et qui ont échappé un peu au pouvoir public, me scandalise, mais en même temps ne m'étonne pas, parce que c'est un phénomène général du néolibéralisme de faire du fric avec tout et n'importe quoi. Quelle mémoire de moineau ce Yves Cochet. Il a complètement oublié que c'est lui, ministre en 2001, qui a fait que certains aujourd'hui se remplissent copieusement les poches de manière un peu tordue. Et c'est grâce à lui, entre autres, que le département de l'Aisne est devenu une terre de jeu pour les nouveaux aventuriers de l'éolien. En une dizaine d'années, environ 500 turbines ont vu le jour, sans compter les multiples projets en étude. Prenons l'exemple de Jean-Philippe Ethuin, cet ancien négociant en céréales, ancien propriétaire de Grénor, société de distribution, entre autres de produits phytosanitaires, s'est reconverti brusquement dans l'éolien avec sa société Escoffi. Ça permet aussi de donner une image verte à une entreprise qui utilise énormément de transport routier, par exemple. Oui, parce que le négociant, c'est celui qui transporte normalement les céréales. Ce qu'on appelle les intrants, ce qui va être nécessaire à la culture, les engrais par exemple, et puis qui d'un autre côté va aller acheter la récolte. Donc c'est des camions sur la route, c'est énormément de camions et c'est énormément de péniches. Dans la commune de Landifay et Bertheignement, Jean-Philippe Ethuin installe actuellement le parc de la Mutte, composé de 6 turbines. L'agriculteur propriétaire de ces terres est connu ici pour ses élevages industriels et géants de poules et de taurillons. Un sacré écologiste aussi. Autre exemple, toujours dans l'Aisne, de ceux qui savent faire de l'argent avec tout et n'importe quoi, et notamment avec la fameuse CSPE. Paris Moratoglou, un polytechnicien, a débuté sa carrière aux États-Unis, notamment dans l'hydraulique.
L'arrêté Cochet le fait revenir en France au plus vite, où il implante à Clastres, dans l'Aisne, le premier parc éolien du département, inauguré en grande pompe, comme il se doit, par le ministre de l'écologie de l'époque. Adossé à EDF, via sa filiale EDF Énergie Nouvelle, il devient en quelques années 58e fortune française. Depuis, il est parti faire des affaires avec la multinationale Total, connue pour sa philosophie écologique, et reconverti, elle aussi, dans les énergies renouvelables. Le PDG de Total, la plus grande entreprise française, donc, vient d'annoncer une réorganisation qui fait la part belle, non plus seulement au pétrole, mais aux énergies renouvelables. Également, Total va donc produire... Est-ce que les éoliennes, ça s'inscrit dans le bien public? Parce que c'est ça la vraie question. Alors ça, c'est bien que vous me posiez cette question-là, parce que c'est quelque chose que j'aime bien développer. Vous voyez, j'habite en pleine campagne, à 6h du matin, il y a un tracteur, à 11h du soir, il y a une moissonneuse-batteuse. Bien, monsieur. Ça fait du bruit, mais c'est un bruit utile. C'est quelque chose d'utile. Je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille, qui va faire travailler des gens, qui va nourrir des gens. C'est une nuisance que j'ai moi et que mes voisins ont, mais qui est utile à l'ensemble de la société. Je sais à quoi ça sert. Mais ça, ces machins-là, dès que je creuse, ça sert des intérêts privés. Là, c'est en direct. Oh, mais c'est la maison. C'est chez nous, c'est la maison. Nous sommes le 17 août 2015, toujours dans le bureau de Don Michael. La télévision diffuse les derniers moments du vote de la loi de transition énergétique. Le syndicat de la case du service public n'a jamais aussi bien porté son nom. Ségolène. Parce qu'on observe à la fois le point de départ et le point d'arrivée. La loi de transition énergétique de 2015, le bébé adulé de Ségolène Royal, est pour le moment l'ultime loi de désintégration du service public de l'énergie. Je pense que j'ai réussi à construire des convergences, un modèle énergétique commun dans lequel tous les Français peuvent se retrouver et surtout pour sécuriser les entreprises qui aujourd'hui vont avoir envie d'investir dans ces nouvelles filières énergétiques pour créer des activités et des emplois en se disant que c'est irréversible. Sécuriser les entreprises qui aujourd'hui vont avoir envie d'investir, pour faire simple, c'est accentuer la marchandisation de l'énergie comme dans l'éolien ou accélérer le pillage du bien public comme dans l'hydraulique. 98% des Français ne savent pas ce qui est en train de se jouer actuellement. Et qu'est-ce qui est en train de se jouer? Alors, ce qui se joue aujourd'hui pour nous concernant la CGT, c'est il faut le dire, il faut rappeler les choses clairement, c'est un vol manifeste de la nation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui va être mis en place, ce que souhaite mettre en place le gouvernement avec la Commission européenne, c'est le passage à la privatisation de tout ce qui est ouvrage hydraulique. N'en déplaise à Ségolène Royal, connue pour une modestie légendaire. Et en plus, la France adopte ainsi une des lois les plus en avance de la planète. Le processus de dérégulation du secteur de l'énergie ne débute pas avec sa loi. Une vingtaine d'années, en effet, auront été nécessaires pour aboutir à la jungle actuelle. En 1996, une première directive européenne, sous l'égide du président de la République de droite Jacques Chirac, ouvre grand la porte à la dérégulation. Une loi en 2000, sous le patronage d'un Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, fait allégeance à Bruxelles. On joue le jeu des traités, on joue le jeu proposé par la Commission, et le Conseil des ministres aurait pu s'y opposer, mais en fait tout le monde était d'accord pour avancer. Mais la France choisit non pas peut-être de ralentir, voire même de temporiser, mais de ne pas forcer le pas. On va à notre rythme. La France connaîtra effectivement quelques difficultés à conclure par une loi la directive européenne. Il faut dire qu'une majorité de salariés du service public EDF-GDF, emmenés par la CGT, oppose durant toute cette période une résistance farouche. Ce qui nous inquiète d'une part, c'est la privatisation, grosso modo, d'une partie de l'activité.
notamment en ce qui concerne la production. Ça fait depuis 50 ans que le service public il marche, il rend service à tout le monde. C'est les gros industriels qui vont profiter du système d'avoir des prix intéressants alors que les usagers vont avoir un tarif beaucoup plus élevé. Mais le parti pris d'une presse en grande partie dans les mains de groupes industriels et financiers pèse dans cette bataille idéologique. Dans toute l'Europe, 60% du secteur est déjà ouvert et les Français sont pratiquement les derniers à s'y mettre. Dans le système actuel, les clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, n'ont pas d'autre solution que de se brancher à EDF pour acheter leur courant électrique. C'est pas un peu dommage pour les consommateurs qui pourraient payer moins cher si on libéralisait davantage? Je crois que l'ouverture européenne n'est pas une catastrophe, c'est au contraire une stimulation vertueuse pour une meilleure gestion d'EDF. Le 15 mars 2002, le sommet est atteint. Au sommet justement de Barcelone, ce sont les forces libérales, incarnées par un président de la République de droite et un Premier ministre socialiste, qui viennent main dans la main jouer un numéro d'illusionniste. Tout en faisant semblant de s'opposer. Ils valident en réalité l'ouverture à la concurrence du marché intérieur du gaz et de l'électricité. Nous ne voulons pas que la libéralisation de l'énergie soit faite de façon non équitable ou trop rapide. Nous voulons la maîtriser. Nous tenons à ce qu'il y ait un équilibre dans ces sommets de printemps qui sont faits pour ça, entre l'approche économique et les nécessités sociales. Il faudra passer pourtant par 2 autres lois importantes pour déréguler totalement le secteur de l'énergie et venir à bout de la résistance des salariés. En 2004, le ministre de l'économie Nicolas Sarkozy bonimente les journalistes pour passer en force sa loi de changement de statut d'EDF et de GDF. EDF, GDF ne sera pas privatisé. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. En 2010, toujours sous l'égide de Nicolas Sarkozy, devenu président de la République, la loi nommée, défendue par son ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo, accentue le hold-up. C'est le grand chambardement dans le marché de l'électricité. EDF doit faire de la place à ses concurrents. EDF a l'obligation de céder au prix coûtant un quart de la production nucléaire à ses concurrents. Alors qu'on est sur de la concurrence libre et non faussée, je vois pas où est-ce que ça peut exister. Moi, je vois pas Michelin céder 25% de la production de ses pneus à prix coûtant à Dunlop, à Pirelli ou à Feu Vert ou à Noroto, enfin je ne vais pas tous les citer, mais c'est bien la démonstration que le marché de l'énergie, il est créé complètement artificiellement puisqu'on offre une partie de sa production gratuite et sur laquelle, enfin gratuite, à prix coûtant en tout cas, pour laquelle les commercialisateurs externes vont pouvoir se gaver. C'est aussi la démonstration que le marché de l'énergie, il marche à l'envers, quoi. La voie est dégagée pour les concurrents d'EDF. Ils vont pouvoir encore multiplier les profits sur le dos des consommateurs, désormais libres de choisir par qui se faire tondre. Mais la concurrence tourne parfois au vinaigre. Contrat signé sans consentement, arnaque à l'abonnement. Vous allez découvrir comment les démarcheurs à domicile s'y prennent pour passer en force. Les plaintes sont de plus en plus nombreuses. La boucle est bouclée avec la loi de transition énergétique de Ségolène Royal. Mais pour les consommateurs, c'est une autre histoire qui s'est mise en place. La valse des nouveaux opérateurs, des changements de logo. D'autres fournisseurs font désormais concurrence aux fournisseurs historiques. De quoi donner le tournis et perdre la tête. Et oui, EDF est le premier fournisseur alternatif de gaz, car il propose le gaz aux clients qui l'appellent spontanément pour l'électricité, souvent lors de leur déménagement. EDF est ainsi le premier concurrent d'Engie, le nouveau nom de GDF. Engie est quant à lui le premier concurrent d'EDF sur l'électricité et propose notamment une offre d'électricité tout en ligne, réellement compétitive, sous la marque Happy. Quand un gars rentre dans un appartement et qu'il y a le gaz et l'électricité, bon, souvent, qu'est-ce qu'on lui propose? Enfin, c'est la mission qu'ont les réceptionnistes au téléphone, de dire on vous fait une facture commune, vous avez le gaz et l'électricité, on vous met tout. Le gars, il croit qu'il est toujours EDF GDF. Il dit bien sûr, facture commune EDF GDF, mais il n'est plus EDF GDF. Il est à EDF électrique et EDF gaz de l'autre côté. Je ne sais pas comment ça s'appelle, donc ça. Bon, s'il veut rester au tarif régulé, il faut qu'il aille à Engie, prendre le gaz à Engie.
Et là, du coup, le mec, il perd le tarif régulier gaz. Et Engie fait pareil de l'autre côté, ils perdent. Et en plus, les agents qui répondent au téléphone, ils ont pour mission de placer des factures. Et ils ont même des primes. Chaque fois qu'ils placent des factures communes, ils touchent des primes, les mecs. Pour les inciter, quelque part, à entraîner les gens vers ce système qui ne va pas dans leur sens, quoi, qui ne va pas dans le sens du service public. Un service public intégré qui contrôle production, transport, distribution et commercialisation au service des usagers et non des clients a donc aujourd'hui en grande partie disparu. Disparu, pas tout à fait. Il existe encore des îlots de résistance entourés par de multiples légions libérales. Non, pas à l'ouest, pas en métropole, dans les territoires et pays d'outre-mer, et ici en Corse. La spécificité insulaire fait que, justement, on continue d'exister comme existait EDF-GDF il y a quelques années, avant la séparation des entreprises, et avant qu'elles se fassent concurrence sur le continent aujourd'hui. Cette spécificité réunit toutes les grandes entités qui existent sur le continent sous forme de services en Corse. Production, transport, distribution, commercialisation de l'énergie électrique et gazière. Les Corses bénéficient d'un service public intégré, voilà, comme tu le dis si bien, intégré et qui fonctionne très bien aujourd'hui. Alors ici, tu es au siège d'EDF qui regroupe les fonctions support, donc les métiers ressources humaines, comptabilité, formation, contentieux, et aussi, chose très importante à nos yeux, une agence clientèle qui reçoit les usagers. Et on sait, parce qu'on a des infos de par les contacts qu'on peut avoir, y compris sur le continent, que c'est en voie de disparition sur le continent. Et nous, on arrive à préserver un contact avec les usagers qui ont la possibilité de venir soit payer leurs factures, soit faire changer leur abonnement sur le siège d'Ajaccio. Ça, c'est important, ça, le contact du service public avec l'usager. C'est quelque chose qui est en train de disparaître, et à travers ça, disparaît aussi l'âme même du service public. Bien sûr. Bon, tout d'abord, pour nous, c'est important, parce que qui dit agence clientèle dit emploi, au service du public, donc pour renseigner le public sur ses droits, ses factures, un échelonnement de paiement, pour les gens qui sont en difficulté. Ça reste un contact humain. On a encore la chance, je le disais tout à l'heure, d'être un centre intégré qui a, sous la houlette d'une même direction régionale, la production, le transport, la distribution, la commercialisation du gaz et de l'élec. Il faut qu'on se batte pour le préserver. Il faut qu'on se batte pour le préserver. Et pour nos employés, pour nos agents, et pour notre statut, et pour que les Corses bénéficient d'un service public de qualité. Parce qu'à la fin, ça va être l'explosion des tarifs, le tout payant. Ce matin-là, à Corté, se déroule la commission exécutive du syndicat CGT en présence des délégués de toutes les entités du service public de l'électricité et du gaz de l'île. Cette réunion syndicale est aujourd'hui inimaginable sur le continent, tant le secteur de l'énergie a été désintégré. Mais la particularité corse est elle aussi menacée. Le rouleau compresseur libéral a décidé de mettre au pas l'îlot de résistance. Et ça, vous pouvez le dire aux agents. Il n'y aura aucun service épargné. Aucun. Je parlais du gaz, je parlais du VAD, je parlais de l'hydro à une échéance un peu plus longue, je parlais des services de la clientèle, de la comptabilité, des fonctions support. C'est quoi un service public de qualité de l'énergie? C'est que quand il y a un épisode climatique exceptionnel, comme il y en a eu beaucoup cette année, et comme il y en aura de plus en plus par rapport au réchauffement climatique, les copains ils sont sur le terrain 24 heures sur 24 et ils remettent le jus le plus vite possible, par n'importe quel temps, dans n'importe quelle condition, sous la neige, de nuit, dans le vent, sous la pluie. Ils ne se posent pas de questions. Par contre, le gouvernement et les directions ne se posent pas de questions pour démanteler ces services-là. Chaque service sera impacté par le démantèlement du service public. Chaque service, celui qui croit qu'il est à l'abri, il se met un doigt dans l'œil et l'autre ailleurs. On va scoutsouler le public, mais il faut qu'on aille scoutsouler aussi les agents. Et ça, c'est de notre ressort à nous tous. Parce qu'au Violi, on n'en veut pas de ce système de merde. On n'en veut pas. La loi de la jungle, on n'en veut pas. Parce que dans la jungle, c'est pas nous les lions, hein. Individuellement, là, on est des antilopes, nous, hein. Les lions, c'est les patrons, aujourd'hui. Mais collectivement, les gars, les lions, c'est nous. Donc à un moment donné, il faut qu'on mobilise. On est dans une phase
ou au-delà de se préoccuper de notre statut, de nos acquis. Ça, c'est une certitude, parce qu'on n'est pas des bâtards, on sait d'où on vient, hein? On sait que c'est les anciens qui nous ont bâti ça, on ne va pas le lâcher. Mais en plus de ça, il va falloir qu'on aille secouer les usagers. On se bagarre pour les usagers, pour les cousins, pour les tantes, la famille à Corté. C'est pour cela qu'on se bagarre aussi. Mais casolo benoi. Donc, Ovioli, moi je souhaite que les copains maintenant ils prennent la parole, les jeunes. Hein, les jeunes qui ont les manettes à la main et qui sont sur le terrain. Et qui disent un peu ce qu'ils en pensent. Et surtout avec des mots, tu vois, des mots simples, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Lorsqu'on est rentré, nous, à EDF, on n'est pas rentré à EDF pour un salaire mirobolant, on est rentré pour le service public, pour l'image que reflétait EDF. Parce que lorsqu'on est sur le continent, quand on a des copains sur le continent qui nous expliquent, quand il y a une panne qui va arriver une entreprise privée, il se dit « Oh là là, qui arrive ?» Parce qu'ici, quand EDF arrive sur le réseau, on dit « C'est bon, il y a EDF, on va être réparé ». C'est aussi ça le service public et ce à quoi on est attaché. Nous, on ne se bat pas pour un privilège ou des privilèges comme certains médias peuvent le laisser croire ou le laisser entendre à une population. On se bat parce qu'on considère qu'une population, notamment sur l'île, hein, qui vit avec beaucoup de précarité et un taux de chômage plus élevé que sur celui du continent, tout ce que je dis depuis un certain nombre de mois, voire d'années, et qui est vérifié et vérifiable et incontestable de par les chiffres, on se bat pour que cette population-là puisse avoir un service public de l'énergie et d'autres, à côté d'autres services publics, comme celui des soins, comme celui de la justice, comme celui de l'alimentation en eau potable, qui soient dignes de l'enseignement, qui soient dignes à des tarifs qui ne cherchent pas à faire du bénéfice ou du fric sur leur dos. C'est ça qui est important. Ce 3 mars 2018, Don Michael fait le point sur les affaires en cours du syndicat de la casse du service public. Les politiques ont bien travaillé. Il est facile dorénavant d'optimiser les revenus à partir du moment où on sait utiliser les bonnes méthodes. Alors, petit, t'as fait ce que je demandais, notre contrat? Si. Les clients, je les ai tués. Usurpation d'identité, publicité mensongère et harcèlement téléphonique. Alors, en cas d'hospitalisation par exemple, monsieur Balbas, vous glissez sur un passage piéton, vous vous faites une entorse, 4 jours d'hôpital ou de clinique, pour maladie ou accident, peu importe. Nous, NJ, nous allons régler jusqu'à 2 mois de mensualité. Dans la nouvelle jungle de l'énergie, tous les coups sont permis pour piquer des clients aux concurrents. C'est Sarah de Direct Énergie, premier fournisseur alternatif d'électricité et de gaz. EDF actuellement vous propose des tarifs réglementés. Et là, on vous propose le tarif du marché avec des remises. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les factures de gaz devraient encore baisser, moins 3% sans doute le 1er mars. Ça concerne... Eh bien non, cher monsieur Pernaut. Depuis l'ouverture du marché en 2007, les prix n'ont certainement pas baissé, mais explosé. Environ 35% pour l'électricité et plus de 70% pour le gaz. Alors, cher monsieur, vous voyez l'intérêt de passer chez Direct Énergie Eh bien non, chère madame, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Par contre, la multinationale Total a l'air d'apprécier particulièrement votre business. Ils vous ont en effet racheté au printemps 2018 pour environ 2 milliards d'euros. Voilà où amène le nouveau marché de l'énergie. Pour les entreprises, profit à foison. Pour les consommateurs, pris pour des gogoles, offre commerciale à gogo et précarité énergétique qui touche plus de 10 millions de Français. Dans le département du Pas-de-Calais, un ménage sur 5 éprouve aujourd'hui de grandes difficultés à payer sa facture. À Houdain, Daniel Dewaal, après sa retraite de maire, assure chaque semaine une permanence dans le local du Secours populaire. La semaine prochaine, il y a la reprise des coupures d'énergie et puis les expulsions. Donc si jamais vous entendez parler autour de vous de personnes qui seraient confrontées à ces difficultés-là, de menaces d'expulsion ou de coupures d'électricité, de nous le signaler, parce qu'on essaye de voir comment on peut intervenir pour éviter ça, quoi. Hein? D'accord. Hein?
Voilà. Juste, on fait un film sur l'énergie, le prix des factures qui augmente. C'est quelque chose que vous vivez, ça aussi, l'augmentation du prix du gaz, de l'électricité? Oui, je surveille tout ça, donc il y a bonne chose. Vous surveillez tout? Ah oui, il y a bonne chose. Vous avez vu augmenter votre facture d'électricité et de gaz depuis des Non, années? elle diminue. Et pourquoi elle diminue? Parce que je coupe le courant. Et au niveau du chauffage, vous diminuez aussi un peu? Ah, je ne mets pas de chauffage. C'est-à-dire vous vivez à combien de degrés chez vous? 12, 13, il y en a assez. Vous vivez l'hiver avec 12-13 degrés? Même jusqu'à 5, 6. T'as un chauffage pétrole d'appoint pour te dépanner? Ouais, faut vraiment que. Mais faut qu'il fasse. Très froid. Moins. Si on est à tous zéro, je mets un petit peu. Est-ce que vous sentez par exemple le prix de l'électricité qui a augmenté? Est-ce que ça devient dur dans un budget? Le prix. Ça devient très dur. Quelqu'un qui n'a qu'une petite pension, automatiquement, ça devient un poids assez lourd quand même, parce que le prélèvement de 70 € par mois d'EDF, 90 € de gaz, ça fait quand même 160 € sur une pension de 800 €. 330 € de loyer, vous voyez. Là, il y a plusieurs personnes qui sont en débit restreint, en débit restreint d'électricité, mais qui préfèrent ne pas en parler. C'est quoi le débit restreint? C'est Enedis leur installe un composant qui limite leur capacité d'électricité. Alors par exemple, au lieu d'avoir 10 kW, ils ne peuvent avoir que 2 kW. S'ils dépassent les 2 kW, leur installation disjoncte. Durant ses 3 mandats de maire communiste d'Houdain, Daniel De Waal n'a eu de cesse de lutter contre cette casse des services publics et les effets néfastes sur une population paupérisée. Tous les ans, on prenait un arrêté du maire interdisant les coupures d'eau, de gaz et d'électricité. Et quand, quelquefois, il y avait quand même une coupure, on allait à EDF à Bruay, discuter sur place et tout. Maintenant, ce n'est plus possible. Tous ces services-là ont disparu. Maintenant, tout se fait par Internet, par téléphone. Or, quand on veut négocier par téléphone, c'est anonyme, c'est bien plus difficile et on a beaucoup plus difficilement gain de cause que lorsqu'on pouvait rencontrer les personnes et puis mettre au point des programmes, quoi. Dans une manif, j'avais bien aimé, j'avais vu une banderole, les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Et il paraît que notre président, ceux qui n'ont rien, il a employé l'expression. Et donc même ce patrimoine des services publics, qui est le patrimoine de ceux qui n'ont rien, même ça, on veut leur enlever aujourd'hui. Et c'est tout. Don Michele, j'avais 2 contrats. Le deuxième, c'était de tuer les salariés. Bravo. Grazie. Je me suis attaché à tuer leur icône. Marcel Paul. Je l'ai enterré une 2e fois. 8 avril 1946. Marcel Paul, syndicaliste CGT et ministre communiste de la production industrielle, fait voter la loi de nationalisation, après indemnisation, des anciennes sociétés du gaz et de l'électricité, créant ainsi 2 entreprises publiques, Électricité de France et Gaz de France. Et oui, il aura fallu près de 70 ans pour revenir au point de départ. Aujourd'hui est en quelque sorte un copier-coller d'avant-guerre, avec un marché dérégulé, de multiples sociétés appâtées par les profits, des hausses de prix, des risques de pénurie, des usagers ponctionnés, des salariés pressurés, un réseau maltraité. Ici, on est à Tourcoing, rue du Hallot, face à une école, l'école Jacques Prévert. Et on est à côté d'un coffret qui fait l'objet d'une réparation provisoire, parce qu'il y a eu un incident sur le réseau il y a quelques temps, alors je vais dire quelques années. Et voilà, on voit que ce coffret n'est pas réparé depuis plusieurs années. Si on est dans des villes où, au niveau politique, on va dire, quand des choses comme ça dérange personne, à la rigueur, les mêmes choses se passeraient dans le centre-ville à Lille ou dans le Vieux-Lille. Je peux vous dire que la réparation serait faite dans la semaine, ça c'est sûr et certain. Oui, ici on est à Tourcoing. On est à Tourcoing. Et Tourcoing, c'est une ville avec plutôt une population ouvrière, très fragilisée. Voilà. Et tu me disais tout à l'heure, il y en a plusieurs dizaines, à ton avis, de coffrets comme ça. Des coffrets comme ça, moi je dirais, on dépasse les 200 coffrets comme ça sur les 2 villes Roubaix-Tourcoing. Alors ça c'est hyper dangereux
si la tôle est enlevée par un gamin ou autre, tu as du 400 volts, on est en départ direct de poste et ouais, ça c'est l'électrocution, quoi, hein, c'est mort assurée. Alors tu vois, ici on a fait quelques mètres et là c'est vraiment encore plus grave. Donc ça c'est pareil, c'est signalé, mais les coffrets sont cassés, donc tant que c'est pas réparé, ça c'est un vieux coffret, on voit un EDF, et ici clairement, je ne vais pas m'approcher parce qu'il y a un vrai risque électrique, on a des pièces nues sous tension. Donc mon gamin... Il y a un vrai risque électrique là. Il y a un vrai risque électrique. Donc, pareil, au ras de la rue. Au ras de la rue, à hauteur de gamin. Ça c'est un branchement client qui n'a rien à faire colçonner au sol. Il y a des règles, il y a des normes. Enfin, les câbles doivent être enterrés ou accrochés à hauteur. Que ce soit du provisoire quelques semaines, ça passe, mais pas plus longtemps, quoi. Voilà. Là tu vois, on est sur du non conforme, on n'est plus gainé. Et on voit que c'est un câble ancien. Il y a des anciennes traces de branchement. Tu vois les petits pics là, les petits trous. Et donc là, on voit si on s'approche bien. Là, moi, j'arrive à voir l'aluminium du câble. Je ne vais pas m'approcher de trop parce que ça peut arquer. Mais on voit qu'il y a un risque électrique. C'est un câble qui a déjà servi pour du dépannage, certainement. Et c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Il faut intervenir rapidement sur un cas comme ça. C'est Indiana Jones? Ouais. Voilà. C'est quoi cette affiche? C'est la date d'entretien, la dernière date d'entretien de la cellule, 7 octobre 98. Qui dit mieux? 20 ans. Ouais, ouais. 20 ans que ça n'a pas été entretenu. C'est ça. T'as l'école d'araignée avec. Et le collègue FV, il est parti en retraite depuis un moment. Ce genre de cellule-là, les volets, ils se grippent. Et si on manœuvre sous tension, on fait un court-circuit. C'est pour ça qu'on doit être équipé, hein, évidemment. Mais on se protège. Mais c'est l'employeur qui doit nous protéger. En nous donnant du matériel adapté, du matériel conforme, du matériel qui fonctionne, du matériel entretenu. C'est pas aux salariés de mettre des affiches comme ça, c'est pas aux salariés à mettre ça, quoi. C'est à l'employeur. Si je peux imaginer, ou représenter ça, c'est comme si pour couper l'interrupteur de ta lampe de chevet, tu étais obligé d'aller au garage et couper le disjoncteur ou le fusible. Là tu coupes le quartier. Et ben là, tu es obligé de couper le quartier, tu coupes un peu plus, quoi. La libéralisation, le démembrement du secteur de l'énergie a conduit à faire des gains de productivité. Or, on sait que les gains de productivité, on ne les fait pas forcément que sur les achats, on le fait aussi sur la masse salariale, ça passe par de la pression sur les salaires, ça passe aussi par de la réduction d'effectifs. Et aujourd'hui, qu'on soit exécutant du travail ou donneur d'ordre, manager, on est toujours obligé de faire plus avec moins de salariés, et aujourd'hui ça c'est plus supportable, et la résultante c'est ça, c'est des réparations qui ne sont plus faites en temps et en heure. Comme on le constate, le secteur de l'énergie n'a pas fini de payer le prix fort de la casse du service public. Aujourd'hui, Enedis et GRDF assurent la distribution de l'électricité et du gaz pour les nombreux fournisseurs présents sur un marché de l'énergie, désormais difficile à cerner. La notion d'usager n'existe plus. Place aux clients soi-disant rois. Rois, mais pas si souverains que ça. À GRDF, il était hors de question de laisser un client sans gaz, même si à 19h il n'y avait plus de gaz, au soir on s'engageait à ce qu'il soit rétabli. Aujourd'hui, on laisse parfois des clients sans gaz pendant 15 jours. Parce que voilà, on n'arrive plus à faire, on n'arrive plus à s'organiser, et on n'a plus les moyens non plus humains, vu qu'on est opérateur unique de réseau, de faire le travail. Et aujourd'hui, quand on parle de service public, ben voilà, on laisse aujourd'hui des clients sans gaz pendant 15 jours. Ça peut arriver. Ce qui était inimaginable avant, c'était la continuité de service. Aujourd'hui, c'est pas que de l'angélisme de raconter ça, parce que les gens vont dire oui, oh, vous glorifiez une période dorée qui n'était pas si dorée que ça. C'est pas vrai. Il y avait vraiment ça pouvait arriver, mais quand ça arrivait, c'est parce qu'il y avait vraiment eu un gros problème. Pour moi aujourd'hui, franchement, service public, il n'y a plus que le mot. Il n'y a plus que le mot.
Je me souviens bien, hein, Thierry, quand on a commencé, on allait sur le réseau, on allait gérer une panne ou même une consignation, c'est-à-dire un travail qui était programmé. Il y avait des clients qui sortaient, qui nous demandaient des renseignements, mais rien que par exemple chez un client lambda qui demandait une augmentation de puissance, on lui faisait en direct. Il n'y avait pas de temps perdu, le client l'avait, le lendemain on allait voir le service clientèle en donnant les références du client, en donnant les index, et le travail était fait, et on gagnait un temps fou, et le client était heureux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui dit? Bah écoutez, nous on touche plus à ça. À la rigueur, ça veut dire on ne connaît pas notre métier, alors qu'on le connaît très bien, mais passez par votre fournisseur. Et comme on le disait, le fournisseur c'est qui? Mais c'est vous, c'est EDF, voilà ce que nous répondent les clients. Mais ils sont perdus et on ne peut pas leur rendre service, alors que nous, les plus anciens, hein, on a été élevés là-dedans, élevés dans le service public pour rendre vraiment un service de qualité aux usagers. Et ça, on ne peut plus le faire et c'est frustrant, c'est frustrant. Autant j'étais fier avant d'appartenir à cette entreprise, aujourd'hui, j'en ai un peu honte par rapport aux clients. Voilà, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je trouve que le client, on abuse, il paye son prix d'électricité et de gaz trop cher et son service, il n'est pas au top, quoi. Nous, GRDF, distributeurs de gaz naturel, on est là pour vous expliquer notre rôle et nos services avec des mots simples, quel que soit votre fournisseur. J'ai une surprise pour vous. Ce 20 juin 2017, Don Michael a rassemblé une fois de plus autour de lui ses associés du syndicat de la casse des services publics. Au menu de la rencontre, comment encaisser sans débourser et parier sur l'avenir sans se mouiller. Ce jeune, c'est un jeune de la start-upper. C'est un jeune qui fait de la recherche de développement. C'est plus EDF qui le fait, la recherche, c'est la start-upper. C'est la jeunesse. Là, on est à la R&D d'EDF. La R&D d'EDF, il y a 3 centres qui travaillent sur tout le domaine de l'électricité, de la production à l'utilisation de l'électricité, du cœur du réacteur nucléaire, en passant par le photovoltaïque, jusqu'à la domotique et aux bâtiments, à l'usage de l'électricité dans les bâtiments. EDF et les startups, c'est une histoire depuis plus de 10 ans. Pour cette 4e édition, nous sommes aussi là pour les accompagner dans leur notoriété à travers les prix EDF Pulse. Et cette année, au-delà du fait qu'il y a beaucoup d'illusions derrière, parce que Startup, c'est une société, une jeune société qui a vocation à se faire racheter. Donc c'est surtout une opération financière. C'est un fusil à un coup. Ouais. Voilà. Mais c'est surtout un coup et après c'est vendu. C'est surtout un fusil à un coup, c'est surtout quelque chose qui a pris des connaissances souvent ailleurs, mais c'est pas du tout collectif, c'est chacun pour soi dans la startup. Alors que la réalité de la recherche, c'est de construire dans la durée, s'organiser, avoir une visée et faire du collectif. Smart Home, Smart City, Smart Health. Et puis il y a cette histoire d'innovation, un don. Alors là, ce terme, nous on a l'impression de faire de l'innovation depuis 1946. C'est le nouveau terme. Bon, mais ça c'est un terme qui a été complètement terme de dévoyé. gourou, ça, innovation. Voilà, mais c'est des coûts à court terme pour sortir tout d'un coup finalement quelque chose qui n'est pas forcément révolutionnaire. Mais c'est pour que ce soit rentable. Donc ça c'est un vrai souci quand même. Hein. I want France to be a startup nation, meaning both a nation that works with and for the startups, but also a nation that thinks and moves like a startup. Quoi d'étonnant qu'Emmanuel Macron désire, dans la langue du business, une France Startup Nation. Ce président, en effet, pousse un peu plus chaque jour le pays dans la jungle libérale et l'éloigne de la philosophie progressiste des services publics. Le même fossé idéologique sépare les startups de l'énergie d'un service comme la recherche et développement d'EDF. La conséquence quasi immédiate de la privatisation de l'entreprise, c'est la baisse des effectifs à la R&D. On était un peu plus de 2200 et aujourd'hui on va être 1850. Et on a été 2700. Hein. Et on a été, ouais. On a été 2700 jusqu'à la fin des années 90. Hein. La recherche de services publics a pour vocation de développer des outils utiles pour la société. Et donc, voilà, le critère est de faire quelque chose qui va faire progresser la société. Alors que par contre, la recherche dans le domaine privé va chercher à développer des produits qui vont être capables de dégager de l'argent.
Là, on vit depuis quelques années, depuis l'ouverture à la concurrence, le changement de statut de l'entreprise, une évolution vers plus de court terme et plus de recherche qui devrait être tout à fait rentabilisable tout de suite demain. Et ça pose quand même un souci parce que la recherche, c'est... On réfléchit, on a des idées, oui, on a un problème, on teste, on a des problèmes à régler. Et souvent, d'ailleurs, on règle les problèmes qui se posent parce qu'on a pu travailler tranquillement pendant, je dirais, plusieurs années, je dirais même des dizaines d'années. Et là, tout d'un coup, les collègues, ils savent répondre à des questions. La France tente de rattraper son retard en matière d'énergie alternative. C'est un projet colossal qui doit permettre à la France de rattraper son retard dans les énergies renouvelables. Car la France, malgré son immense domaine maritime, la France a pris un retard considérable. Et oui, la modernité libérale martèle sans relâche le retard que la France aurait pris dans les énergies renouvelables. La France a pris du retard dans ce domaine et les premiers projets commencent tout juste. Pour rappel, TF1 est dans les mains de la multinationale Bouygues, convertie depuis une décennie à la nouvelle manne verte, ou plutôt à la nouvelle vanne financière. Il faut aussi que les gouvernements aient un peu de continuité dans l'effort. Je prends l'exemple du courant racheté dans les fermes solaires en France. Vous avez vu les variations dans le tarif de l'électricité rachetée. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut faire des choix. Il faut les assumer et il faut maintenir l'effort. Vous ne risquez pas d'entendre aux 20h de TF1 ce genre de confidence. C'est dans le cercle autorisé du business que Martin Bouygues, 30e fortune française, s'exprime de manière décomplexée et conseille aux politiques la bonne marche à suivre pour conserver de bonnes marges financières. Au chapitre environnement, rappelons que la France s'est engagée à produire davantage d'énergie renouvelable et dans ce domaine, elle est en retard. L'Allemagne, en revanche, a misé depuis 15 ans sur le secteur. Un exemple. Et comme l'affirme si bien Claire Chazal, ailleurs, tout va pour le mieux. Prenons l'Allemagne par exemple. Dans quel secteur la mafia investit-elle? Des secteurs d'avenir comme les énergies renouvelables? La mafia a cependant commencé à investir également dans les énergies alternatives, l'énergie éolienne, photovoltaïque aussi, et elle commence à s'intéresser également à la privatisation des services publics, de l'eau par exemple. Il y a bien un risque que des fonds européens, que des fonds publics finissent dans les poches de la mafia. Ce problème, on l'a connu en Italie, vous allez le connaître également chez vous. C'est donc dans ce contexte d'ultralibéralisme, d'urgence du gain vite fait, que les questions sur l'énergie et sur son avenir sont plus ou moins posées. Mais ce débat bancal avance masqué, sous des déguisements écologistes, pour mieux dissimuler en réalité un immense hold-up financier comme on l'a vu tout au long de ce film. Et c'est ainsi que les énergies renouvelables sont devenues pour les médias, la classe politique et surtout le milieu du business, les emblèmes de la modernité. De ceux qui votent les lois, il y en a très peu qui connaissent le fonctionnement du système énergétique en France. Ça, on peut le regretter, franchement. Ils votent des lois pour des choses dont ils ne sont pas compétents. Donc on peut toujours se faire assister, entourer d'experts. Le problème du lobbying en France, il est tel que ils votent des lois qui arrangent les meilleurs lobbyistes. Et aujourd'hui, en ce moment, ce sont les lobbyistes qui gagnent. Dans les filières d'avenir, de quoi les peuples auront besoin? Les Chinois, les Africains, les Américains, les Européens. De smart cities. Bon, traitement de l'eau, traitement des déchets, transport, bâtiments, écoles, énergie, bien sûr, énergie renouvelable au maximum. Tout ça, on sait faire. L'histoire de ce qu'on peut légitimement appeler un hold-up est mal connue en raison d'une information partiale et partielle. Est-ce pour cela qu'une partie de la société civile a en quelque sorte validé la fin de ce service public? Dans ce contexte, l'UFC Que Choisir lance un abonnement d'électricité groupée. C'est très bien qu'il y ait une marge très intéressante d'économie à faire si on fait jouer la concurrence. Mais il faut s'organiser, il faut se mettre tous ensemble. Depuis que le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence, en 2004 pour les entreprises et en 2007 pour les particuliers, chacun est libre de choisir son fournisseur. Enercop est donc un fournisseur vert qui s'approvisionne exclusivement auprès d'une centaine de producteurs d'électricité hydraulique, éolienne, solaire et d'origine biogaz. Enercop, moi j'ai regardé, c'est intéressant.
Pour le moment, enfin, j'ai les derniers chiffres, j'ai regardé il y a un an ou deux, ils produisaient 2500 MW au niveau national. 2500 MW, ça correspond à la consommation de la région PACA Est, c'est-à-dire Nice-Cannes, l'hiver. Donc 2500 MW, on ne va pas bien loin. Alors s'ils ont des clients qui se rajoutent, ils vont consommer sur quoi? Quand ils ont des centrales qui s'arrêtent, ils n'ont pas assez d'énergie pour alimenter parce qu'il y a des arrêts ou quoi, les clients ils ne sont pas coupés. Donc ils tirent sur ce réseau, donc ils tirent de l'énergie des autres de toute façon, et qui est un mix d'énergie, quoi. Donc ça, il faut le dire. Après, par rapport à Enercop, moi, la démarche, elle ne me déplaît pas, cette démarche de dire voilà, on ne va pas nucléaire et tout. Mais je dis, mais pourquoi créer une autre société alors qu'on a un service public? Et que ce service public, il vaut mieux le défendre plutôt que d'y cracher dessus parce que c'est notre bien à tous. Il est vrai que de récentes catastrophes nucléaires ont amené un attrait accru de la part de la population pour les énergies renouvelables, notamment éoliennes et solaires. La cupidité des marchés dans ce secteur de l'énergie dérégulé ne favorise certainement pas la tenue d'un débat constructif, capable de prendre en compte les multiples enjeux pour les prochaines décennies. On est des techniciens, nous. Donc nous, on bosse avec les équipements et on sait comment ça réagit. Et on sait comment le réseau électrique il réagit. Et on sait les besoins nécessaires pour faire fonctionner le réseau. Aujourd'hui, ceux qui croient que demain, on fera tourner le réseau en France uniquement avec des éoliennes et du photovoltaïque, ils se mettent le doigt dans l'œil parce que ça ne fonctionnera pas, parce qu'on n'aura pas accès à la puissance nécessaire pour la tenue du réseau. Ça, c'est une réalité physique. Le problème, c'est que dès qu'on parle un peu de maintien du réseau, on devient technique. Et dès qu'on est technique, en vrai, c'est difficilement audible, quoi. C'est un problème. Mais il y a nécessité d'avoir une production qu'on appelle pilotable. Parce que tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est éolien, c'est des énergies qu'on appelle fatales. Donc on l'a subi. Il y a du vent, il y a de l'électricité, il y a trop de vent, il n'y en a plus. Il n'y a pas de vent, il n'y en a pas. Donc le nucléaire, il permet de créer aussi ce qu'on appelle du réactif. Et le réactif, il permet de conserver une qualité d'électricité tout le long du réseau. C'est-à-dire d'avoir que chacun ait donc, à la prise de courant du 220 volts, quoi, avec du 50 Hz. Nous, on a toujours affiché qu'on était pour un mix énergétique. Le nucléaire en fait partie. Mais moi, je ne vais pas dire tiens, je veux qu'il y ait 100% de nucléaire. Je ne vois pas l'intérêt déjà. Nous, on veut juste qu'il y ait un mix sur le sol français et qu'on réponde aux besoins. Point. Oui. Et le nucléaire, ce qu'on veut dans le nucléaire, c'est que moi, si jamais c'était une boîte privée, le nucléaire, j'y travaillerais pas. C'est parce que le nucléaire est public que j'y travaille. Non, moi je voudrais revenir sur la question du mix énergétique et des énergies renouvelables. Aujourd'hui, à la R&D, on a montré que maintenir un réseau en équilibre en fonction de la demande ne permet pas de mettre plus que 30 à 40% d'énergie renouvelable. Ça, c'est scientifique. Dans l'état actuel de fonctionnement des réseaux, c'est la situation. Donc ça veut dire qu'il faut faire de la R&D encore, à la fois pour le stockage, pour d'autres moyens de production que les énergies intermittentes que sont le photovoltaïque et l'éolien, sur les réseaux, Et ça, oui, le résultat ne va pas être demain, c'est du travail de longue haleine. Il faut tenir compte des enjeux et de la position de la société actuelle, donc avec une position qui a évolué notamment sur les questions du nucléaire, avec clairement une demande de chercher à produire de l'électricité avec de nouveaux supports, mais aussi avec une demande en électricité en France et dans le monde qui est relativement importante, dans le monde qui va augmenter, avec des exigences de sûreté et des exigences de préservation du climat, et donc être capable de produire de l'électricité qui va émettre un minimum de CO2. Ça fait beaucoup d'enjeux. Voilà, ça fait quelque chose de très compliqué. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on finance énormément les énergies renouvelables en France, avec la CSPE, etc., en garantissant un taux de rendement aux alentours de 10, 11, 12% quand même sur chaque installation, ce qui est énorme dans le secteur énergétique, et que ça a comme impact, ça a zéro impact sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France. Et tout ça aujourd'hui, c'est l'anarchie complète, c'est laissé entre les mains du marché sans qu'il y ait un contrôle d'une maîtrise publique par un service public. Et ça, c'est totalement incohérent. Et il nous semble qu'il y a une grande nécessité qu'aujourd'hui, le service public, dans le cadre de l'intérêt général, reprenne véritablement en main cette question-là
pour éviter des coûts faramineux sans qu'il y ait véritablement d'efficacité sur des questions écologiques et notamment sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique. Ce 14 juillet 2020, dans le bureau de Don Michael, on ne peut pas dire que ce soit la fête pour le syndicat de la casse des services publics. L'heure est grave. Une lointaine odeur de poudre s'insère perfidement par les persiennes entrouvertes. Juste pour vous dire que ce n'est pas gagné. L'équipe de Elliot Ness et ses sbires de fuck you de la CGT. Puis-je entrer? C'est un peu tard. De plus, c'est ce que je peux vous en empêcher. Vous allez toujours jusqu'au bout? Toujours. J'ai des nouvelles dont je tenais à vous faire part personnellement. Je vous en prie. Vous n'avez plus d'argent. Nous venons d'arrêter votre ami Jamie. Vous allez être obligé de travailler pour vivre. Vos vacances sont finies. Des solutions existent pour contrecarrer une politique énergétique de la terre brûlée. Sur le plan industriel, par exemple, la Fédération CGT de l'énergie met en avant les atouts de l'hydraulique, et notamment des stations de pompage dites STEP. Il est clair qu'au vu des enjeux climatiques avec le développement des énergies renouvelables, tel qu'on le vit en permanence, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir vis-à-vis d'elles, il faut combler l'intermittence de ces énergies renouvelables. Et aujourd'hui, le seul moyen qu'on a de combler l'intermittence, de stocker l'énergie, c'est aujourd'hui des stations de transfert d'énergie par pompage, comme le complexe de Bissort, Super Bissort, sur lequel on est aujourd'hui. Donc effectivement, si on ne crée pas de nouveaux ouvrages, demain, on aura énormément de mal à gérer les réseaux électriques en France parce qu'on n'aura pas, dans le cadre de l'intermittence, des moyens de production qui puissent y répondre. Mais les solutions, elles existent en fait. Les solutions, elles existent. Et il y en a encore dans les cartons d'EDF, notamment dans les cartons du CIH. Nous, on recense quasiment 6000 MW de potentiel hydroélectrique encore en France aujourd'hui en nouvelles infrastructures. On ne parle pas d'accroissement des infrastructures existantes, mais de nouvelles infrastructures. Et on pense qu'il y en a certainement d'autres, parce que les nouvelles technologies aidant, il y a certainement de nouveaux endroits qui pourraient être exploités aujourd'hui qui n'avaient pas été réfléchis auparavant. Et tout ça en énergie renouvelable et verte. Exactement, en hydroélectricité, donc en énergie renouvelable, tout à fait. Il est clair que la privatisation des barrages hydrauliques, entrepris par le président Macron, est un frein à l'édification de tels ouvrages, dont le coût unitaire approche le milliard d'euros. Une sacrée somme. Eh bien, osons une comparaison. En août 2017, la presse unanime célébrait le transfert du footballeur brésilien Neymar au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros. Une station de pompage coûterait alors moins de 5 Neymar. Quand tu prends le site le complexe complet Super Bissort, parce que c'est plusieurs usines qui sont entremêlées, qui font une capacité de plus de 700 MW au total, ou tu prends le complexe du Sheila, ces complexes-là, aujourd'hui, ça coûterait un tel prix qu'il n'y a aucun investisseur privé voudrait faire l'effort d'investir sur de telles infrastructures, parce que la rentabilité, elle est à 30-40 ans. C'est-à-dire que tu travailles l'avenir quand tu crées ce type d'ouvrage et tu ne crées pas à l'instantané. Alors on est malheureusement dans une société de l'instantané où il faut que sur le très court terme, il y ait une rentabilité à 2 chiffres. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on travaille pour le collectif, pour le commun, pour l'ensemble de la population, pour l'intérêt général. On est là sur le long terme, on est là sur des ouvrages qui nous permettent de durer dans le temps, qui nous permettent d'avoir une énergie au moindre coût, mais sur le long terme. Donc effectivement, ça peut être que la puissance publique qui peut imposer de telles constructions d'ouvrages et surtout l'utiliser, l'exploiter derrière. Les solutions industrielles pour le futur n'empêchent pas la lutte aujourd'hui. En ce printemps 2018, la bagarre menée par les jeunes salariés de la distribution, Enedis et GRDF, en grande partie ignorée par les médias, est le signe d'une résistance, en marche bien évidemment. Les acteurs que nous sommes, militants syndicaux, on a comme objectif, en tout cas comme intention, où on souhaiterait transformer la société. Mais comment on transforme une société aujourd'hui? Est-ce que l'action seule syndicale, de masse et de classe, elle peut y arriver? Ou est-ce qu'on a besoin de tous les acteurs? C'est en cela que moi je pense qu'il ne faut pas opposer les choses.
Il faut s'opposer à certains, à une minorité. Alors il faut s'opposer en effet à ceux qui veulent casser le système, bien entendu. Et ceux qui se remplissent les poches. Et qui se remplissent les poches, c'est-à-dire les tenants du capital, ceux qui aujourd'hui sont présents ici installés sur le parvis de la Défense. Mais par contre, tous les acteurs politiques qui veulent se joindre à nous et qui partagent notre vision des choses, il faut qu'on y aille ensemble. On ne doit pas s'opposer, le politique et les relations syndicales, au contraire, on doit travailler ensemble. Et la société civile, et les usagers, les citoyens lambda. Dans l'énergie aujourd'hui, à la Fédération, on a interpellé tous les députés, les sénateurs, les maires, sur le projet de préconisation pour un service public. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux demain. Il faut qu'on arrive à les convaincre pour porter notre projet. Qui sait demain qui va être porte-parole des préconisations de la CGT pour un service public de l'énergie, si ce n'est pas les députés qui sont proches de nous, et les sénateurs qui sont proches de nous, et les maires qui sont proches de nous? Est-ce que là, il n'y a pas un lien syndical et politique? Bien sûr que si. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse bouger cette société pour la changer, la transformer dans le sens de nos valeurs et dans le sens d'une véritable solidarité. Le rideau est tombé. Va-t-on vous accorder une indemnité spéciale pour ce haut fait? Ça fait partie du travail. Un travail d'imbécile. Peut-être bien. Mais je n'échangerai pas ma place contre la vôtre. Ce n'est pas gagné, mais c'est aussi possible qu'on va perdre. Elliot Ness avait vu juste. Larry Banner avait voulu forcer son talent, ce qui est toujours extrêmement dangereux. Le 14 juillet 1936, Banner fut condamné par un juge fédéral. Aujourd'hui, il est encore en prison, purgeant une peine de 99 années. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, les aristocrates on les pondra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des catins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pondra.